Nous sommes faits de plusieurs vies, mais nous n'en connaissons qu'une. Nous la vivons sur la scène de l'existence. Elle est notre peau, notre identité officielle. Mais les autres, il vaut mieux ne pas y toucher. Elles se déroulent sur d'autres plans. Ce sont nos vies cachées, nos identités secrètes, nos cauchemars. C'est peut-être un immense drame que de seulement y songer. Se raconter est un suicide. Les identités ne s'additionnent pas. Elles se dominent et se détruisent. L'œuf, la larve et la chenille velue doivent mourir pour que le papillon naisse et meure à son tour. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose la lecture du début du roman de Boualem Sansal, intitulé Rue Darwin, qui est paru aux éditions Gallimard en 2018 et qui fait partie de la sélection des 5 ouvrages proposés pour le prix des lecteurs étranges lectures 2020. Première partie. Tout est certain dans la vie. Le bien, le mal, Dieu, la mort, le temps et tout le reste, sauf la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? La chose au monde dont on ne doute pas, dont on ne douterait pas un instant si on la savait. Ce serait donc une chose qui s'accomplit en nous et nous accomplit en même temps. Elle serait alors plus forte que Dieu, la mort, le bien, le mal, le temps et le reste. Mais devenant certitude, est-elle toujours la vérité? N'est-elle pas alors qu'un mythe, un message indéchiffré, indéchiffrable, le souvenir de quelque monde d'une vie antérieure, une voix de l'au-delà? C'est de cela que nous allons parler. C'est notre histoire. Nous la savons sans la savoir. Je l'ai entendue comme un appel de l'au-delà. Va, retourne à la rue Darwin. J'en ai eu la chair de poule. Jamais, au grand jamais, je n'avais envisagé une seule seconde de retourner un jour dans cette pauvre Venelle où s'était déroulée mon enfance. Il n'y avait pas de raison. Cette partie de ma vie s'était jouée dans un autre monde. Et ce monde a disparu. Et ses souvenirs avec. Je me trouvais à Paris avec mes frères et sœurs, au chevet de notre vieille maman, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La fin était proche. Le docteur nous a dit « Restez avec elle, je crois que c'est la fin ». Et il s'est retiré. Nous nous sommes approchés du lit à petits pas, hésitants, un peu effrayés et gênés de l'être. Et nous sommes restés là, debout, figés, bredouillant chacun pour lui-même de pauvres paroles et des prières incompréhensibles. Soudain, quelque chose s'est cassé en moi. J'ai été saisi d'une immense angoisse. Et d'un coup, une grande sérénité m'a envahi. J'avais le cœur tout chaud. Maman semblait dormir. Elle respirait à petits coups réguliers, tranquilles, comme à son habitude. Elle était belle et troublante dans son infinie et mystérieuse absence. J'ai eu envie de m'allonger à côté d'elle et de partir moi aussi. C'est quand je me suis penché pour l'embrasser qu'une voix, comme un écho venant de loin, a résonné dans ma tête. Va, retourne à la rue Darwin. Je me suis redressé d'un coup, persuadé que mes frères et sœurs l'avaient entendu comme moi.
Ils étaient dans leur peine, coupés du monde et de ses bruits. Ils étaient beaux dans leur chagrin et attendrissants dans leur dignité. Je crois avoir souri, une sorte de rictus accompagné d'un bruit de gorge nerveux, mais je n'en suis pas sûr. L'infirmière m'a jeté un drôle de regard. Mon Dieu, à quoi a-t-elle pensé? Puis l'heure de nous séparer est arrivée. Maman était morte, son vieux corps tout menu reposait dans la morgue, pendant que les formalités administratives en vue de son rapatriement au pays entamaient leur cours méandreux. Il y eut un temps de flottement. Tout était imprécis, glauque, inquiétant. Nous nous parlions à peine, nous étions comme des sinistrés hébétés qui tournicotent autour du désastre qui vient de saccager leur vie. Nous avons traîné chacun de son côté. Les filles se sont ramassées ici, là, au salon, dans leur chambre, dans un coin du jardin. Les garçons se sont enfermés dans le silence face à la télé, derrière un livre ouvert au hasard ou un verre de scotch. On veut être seul face à la mort. On a honte de soi et de la pauvreté de la vie. Et moi, je me suis épuisé dans de longues marches sans but, dans des rues qui me paraissaient étrangement vides. Quelque chose cognait au fond de moi, très loin au fond de moi. Un vieux souvenir d'une époque lointaine, d'un autre monde. L'heure du rendez-vous était arrivée. Au terme des procédures administratives, nous fûmes appelés à nous recueillir autour d'un cercueil plombé, sous la garde de 2 employés des pompes funèbres et d'un agent des douanes. J'ai cherché le regard de mes frères et mes sœurs, comme pour nous accorder, et en guise de prière commune, j'ai dit cette simple phrase : « Adieu, maman ». La présence du douanier était rédhibitoire. Prier devant lui eût été comme faire une requête devant un guichet. Il y avait trop d'émotion en moi. Je risquais de m'offrir un pitoyable spectacle et, incidemment, d'émouvoir ce digne gabelou qui était là pour le service de l'État. Empêcher je ne sais quelle dissimulation. Puis les scellés ont été replacés. Nous avons signé des papiers, encore des papiers, et le fourgon mortuaire a pris la direction de l'aéroport. Tout était fini. Et chacun a repris sa route. Karim est rentré à Marseille, Souad à San Francisco et Mounia à Montréal ou Ottawa. Je n'avais pas bien compris si elle habitait ici et s'apprêtait à déménager là ou l'inverse. Elle parlait si vite, sautait de l'écureuil au caribou et abusait d'anglicisme. À côté de Karim et son solide accent marseillais, de Souad et son efficacité toute californienne, la pauvre Mounia ne pouvait beaucoup en imposer avec son débit amphigorique et son parler québécois. Nazim était chez lui. C'est un Parisien confirmé, un 75 pur sucre. Un homme d'affaires en vue, couvert de titres et de galons qu'il porte sans beaucoup d'affectation. Nous étions fiers de lui et un peu jaloux de sa réussite. Nous ne la savions pas si considérable. À 40 ans, il habitait déjà le CAC 40. C'est un autre monde, une galaxie inatteignable. Il nous avait royalement reçus dans sa belle et vaste demeure au 17 de la rue Vieille du Temple, dans le Marais, au cœur du vieux Paris. À son arrivée, en entrant dans cette maison aux allures de manoir, la belle et élégante Mounia s'était exclamée : « Ma parole, c'est la mystérieuse maison des styles !» Elle se donnait une contenance. Nous étions tous très intimidés de nous retrouver.
Et en cette circonstance fatale, une défaite pour nous, tellement changé, si différent de ce que nous imaginions après tant d'années de séparation et de silence. Plus tard, au cours du dîner, un peu pour se rattraper, elle nous expliqua que l'endroit et notre arrivée des 4 coins du monde lui avaient rappelé un roman fameux de la célèbre Agatha Christie. Elle parlait d'atmosphère et d'association d'idées. Elle a ajouté en souriant tristement: « Maintenant que nous sommes réunis, le drame peut commencer. » Il y eut un coup de froid. Mounia était clairement une gaffeuse. Je ne me souvenais pas si elle l'était dans son jeune âge en Algérie. Alors j'en ai conclu qu'elle l'était devenue plus tard, en Amérique, où, dit-on, on ne s'embarrasse pas de dire les choses comme on le sent. Zouad la regardait par-dessus ses petites lunettes d'entomologiste et lui a dit d'une voix professorale: « Maman est à l'hôpital dans le coma, je te rappelle. » Et moi, je suis rentré à Alger, avec la dépouille de notre mère. Ce fut pour moi une douleur insupportable de la savoir dans une caisse de plastique scellée, constellée de symboles de manutention, haut, bas, empilés, tel un bagage quelque part sous nos pieds, dans les entrailles de l'avion. J'avais honte de moi et de ce que la vie nous fait faire. 8 jours auparavant, elle était à côté de moi, souriante et un peu effrayée. Nous venions à Paris sans grand espoir. Son cancer était en phase terminale, mais avec la certitude d'y gagner un sursis de quelques mois. Il y avait une autre raison, la vraie, pressante et vitale, j'allais dire, essentielle à mes yeux. Je voulais pour elle une fin digne et propre. Je voulais qu'elle ait enfin tous ses enfants auprès d'elle, qu'elle soit entourée d'amour et de sourires. Je voulais pouvoir lui tenir la main jusqu'au bout, dans une ambiance feutrée, dans une chambre claire et sentant l'iode frais et la javel parfumée lavande, pomme verte ou senteur des bois. Je voulais qu'elle s'éteigne à son rythme, et si possible avec le sourire. Au pays, en Algérie, les choses sont ce qu'elles sont, brutales et incompréhensibles. On meurt comme on mourait dans le temps médiévaux, dans l'effroi, le grouillement de la misère. Je voulais lui éviter ça. Nous en avions assez vu. Nous étions éclopés, effarés, perdus de douleur. Nous sentions mauvais, nous n'avions plus un gramme de dignité sur la peau, mais des plaies, des bosses, plus d'argent du tout, plus le cœur à rien. Nous n'étions plus rien, que des mourants importuns et insolvables, et nous n'étions qu'au début du cauchemar. Devant, j'y pensais sans cesse. Nous attendait le grabat grumeleux et pestilentiel dans un hôpital louche. La torture au jour le jour, les avanies, le vol de nos petites affaires, la pitance infectée, l'orvier tempérimé et l'eau saumâtre, les fatigues lancinantes, incessantes, les attentes tartares dans les courants d'air, en des endroits impossibles, des sous-sols interminables ou des annexes lointaines, puis l'estocade au cours d'une nuit de grand râle et la longue agonie dans le silence glacé jusqu'au matin gris, et encore la morgue sinistrée, poisseuse de sang tourné, et toujours partout un désordre radical, inhumain, des gens en nombre qui traînaillent et se bousculent pour être parmi les premiers servis, des badauds, des passants, des foules égarées, des vendeurs à la sauvette, des malades fourbus, et infailliblement, surgissant comme de la génération spontanée, des parvenus ou leurs compères, des gens sommaires et bornés qu'on reconnaît sans faute,
On se sent mal de les voir. Leur empressement souverain, ils fendent la foule avec le bout des doigts, ils savent où ils vont, de ce pas décidé, et à quelle porte frapper, et la quincaillerie qui complète leur intéressante personne n'est qu'à eux. Rébane en périscope sur un front volontaire, bijoux divers, stylos fuselés, porte-clés de 4x4 avec télécommande, briquet et LED incorporée qu'ils tripatouillent comme un chapelet. Sacoche à tiroir, tirette à l'épaule ou banane ventrale à la ceinture dans lesquelles on devine des trésors d'électronique jetables ou des lots de perles rares. Et le fin du fin, le dernier cri, l'enfant chéri de la pub, le téléphone portable à écran tactile. Et que du chinois, s'il vous plaît. Arrivé par la grande porte, celui-là. Je voulais échapper à cela, coûte que coûte. Or nous avions la possibilité extraordinaire d'aller mourir ailleurs. Je n'ai pas donné à tout le monde. J'ai fait ce que j'ai pu à Alger pour la paperasse, les autorisations. Et de son côté, Nazim a fait le reste, le plus important. L'hospitalisation, la salpêtrière, la prise en charge, les recommandations nécessaires et le billet d'avion en first. Nous avions rendez-vous avec le plus éminent professeur de l'hôpital. Nous n'étions plus très loin d'être rassurés. Tout le long du vol, je lui avais tenu la main en lui racontant combien nous serions aux petits soins pour elle à Paris. Je lui disais qu'avec son petit génie de Nazim qui fréquentait jusqu'au président de la République française, nous n'avions besoin que de le demander pour que le miracle se produise. Ici, c'est une affaire de technique, maman, lui disais-je. Elle souriait en hochant la tête. Elle était impatiente d'arriver. Elle pensait à ses enfants qui seraient bientôt là, autour d'elle, venus pour elle du bout du monde. Je lui avais promis que le Benjamin, son Eddie chéri, serait là lui aussi. Son regard s'était obscurci un instant, puis elle avait souri. Elle voulait bien me croire capable de cela. Si un miracle se produit, Dieu de miséricorde, pourquoi pas l'autre? À notre arrivée à Orly, nous découvrîmes, effrayés et hébétés, qu'elle était dans le coma. Durant le vol, elle s'était endormie sous mes yeux, bercée par le vrombissement des moteurs. Je me sentais misérable, impardonnable. Je l'avais encouragée, je lui répétais « Essaie de dormir, maman, essaie ». Elle avait mal. Elle serrait les dents, puis elle s'était détendue, avait posé la tête contre mon épaule. J'avais arrangé son châle, baissé le rideau du hublot, et je lui avais tenu le bras jusqu'à l'atterrissage. Je sentais bien sa main décharnée tressaillir dans la mienne, et je voyais bien qu'elle respirait à petits coups réguliers, tranquilles, comme à son habitude. Elle était passée du sommeil au coma sans se faire remarquer. C'était toute elle, discrète et courageuse, jusqu'au bout. 7 jours plus tard, elle passait du coma à la mort sans déranger personne. Elle n'a pas vu ses enfants. Elle ne les avait jamais vus ensemble depuis l'arrêt de Darwin. Pourquoi cela, mon Dieu? Comme dans la chanson, ils étaient venus. Ils étaient tous là pour elle, la maman, sauf ce maudit Eddie que nous ne savions où joindre pour lui apprendre la nouvelle. Mais serait-il venu? Sa vie ne lui appartenait pas. Il l'avait vouée au djihad et à la folie. Cet enfant était ma douleur et ma honte. Il le sera toujours. À nous 6, avec Eddie qui jouait aux talibans dans les montagnes du Waziristan, notre famille couvrait 4 continents. L'Afrique, l'Europe,
l'Amérique, l'Asie. Et les enfants des uns et des autres marchaient sur nos pas et sur le reste du monde, apportant leur part de bonheur et de malheur à ce vaste et perpétuel mouvement de colonisation en étoile inhérente à la vie. Bref, nous étions la mondialisation vivante. Nous réunir n'était pas facile, et de fait cela n'était jamais advenu depuis notre dispersion dans les années de plomb du socialisme, que les années de fer et de sang de la guerre civile avaient définitivement consacré. Et durant tout ce temps, pour toutes sortes de raisons aussi fortes les unes que les autres, le contact physique n'avait jamais pu être rétabli. Nous avons fait au mieux avec les lettres et le téléphone au début et de plus en plus par commodité et souci d'économie avec les emails. Toutefois, il m'a fallu insister et parfois supplier pour qu'ils donnent un peu de leurs nouvelles. Je ne l'acceptais pas. Il s'agissait de leur mère, mais je comprenais bien qu'il était difficile pour eux de nous accorder plus de temps. Leur vie était là-bas, en leur nouveau monde. C'était là, dans leur quotidien, qu'étaient les urgences, les priorités, les soucis, les blessures et le besoin de s'épancher. Lorsque je lui répondais par la négative, maman me reprenait en fronçant le sourcil. « Tu es sûr que ton ordinateur fonctionne ?» Et moi, d'endosser ses craintes, je le vérifiais aussitôt devant elle, les connexions, le tableau de configuration. Puis je lui passais énergiquement l'antivirus, le McAfee Plus, et je lui toilettais à fond le disque dur. Je terminais par les mises à jour, les recommandées, les facultatives et autres ampliations routinières d'un cabis d'hiver. C'était de la magie. Elle voyait cela comme un exorcisme impitoyable et me voir manipuler avec cette dextérité ce mystérieux clavier et ces CD magnifiques de brillance fluo la rassurait, flattait son orgueil maternel et, au bout du compte, la plongeait dans le sommeil. Mais la machine restait muette, toujours plus longuement, et maman revenait à la charge. Alors, en attendant des nouvelles des nôtres, je lui occupais l'esprit. Je me lançais dans l'explication du monde, les grandes théories et l'impitoyable actualité, heure par heure, comme une vraie chaîne d'infos en continu. La crise économique, le terrorisme, le malaise identitaire, les phénomènes de masse, les problèmes de toutes sortes qui assaillent, désorientent, accablent, abêtissent, acculant chacun apparaît au plus pressé. Ça va aller, maman. Bientôt ça va aller. Lui disais-je quand je la voyais pâlir, se recroqueviller et pousser de longs soupirs en regardant fixement devant elle, comme si elle cherchait quelque trou dans le mur pour disparaître. Elle était comme abasourdie par l'immense, l'irrévocable absurdité du monde. Je l'aimais tant quand elle avait cet air d'oiselé, bourriffé et tremblant, hypnotisé par le vilain boa. Mais nous n'étions pas que tristes, inquiets et sérieux, toujours à nous lamenter ou à philosopher en pure perte. Je lui parlais autant des belles choses, des jours meilleurs. Tout cela existe et reviendra. Et après avoir ri, nous être férocement moqués de certaines petites gens de notre connaissance et autres sublimités qui squattaient la télé, à nos frais encore, nous retombions dans la tristesse, plus grande, plus silencieuse, plus amère, comme pour nous punir de nous être laissés aller à l'insouciance. En vérité, nous n'étions ni tristes, ni insouciants. Nous étions arrivés au bout du bout, et nous ne voyions pas ce que nous pourrions faire de plus. Je lui tenais compagnie, et je ne savais pas toujours m'y prendre. Alors je parlais trop, parce que moi-même, j'avais besoin de m'entendre parler.
et de savoir ce qu'il advenait de moi. Elle désespérait de revoir ses enfants de son vivant. Son rêve était d'avoir un jour, une heure, toute sa marmaille autour d'elle, et, si possible, la marmaille de la marmaille qu'elle imaginait innombrable et survoltée. Les chérubins sont ainsi, ils se marchent sur les petons, se froissent les ailes, bourdonnent sans répit, pleurent par jeu. C'était une image pieuse et archaïque comme tout, comme le commencement du monde, qu'elle entretenait avec une ferveur incessante. À l'avoir ainsi fouillé sa mémoire, notre recherche et nous trouver au grand complet, au détour d'un souvenir, beau et heureux de vivre, on aurait dit une enfant qui s'émerveille de ses rêves. Et plus ses yeux brillaient, plus j'avais mal. Elle était venue une fois à Paris pour le mariage de Nazim. C'était un grand moment. Nazim fêtait par la même occasion son premier milliard de francs et son intronisation dans la haute société internationale et vagabonde. Karim et Souad avaient fait le voyage de Marseille et de San Francisco, mais pas Mounia, qui en ce temps vivait tout à côté, en Italie, le pays de l'amour et de la chansonnette, à Naples, avec un napolitain pour tout dire, trouvé sur place, ni moi, que des obligations professionnelles pas plus contraignantes que ça avaient retenu à Alger, ni le petit Eddy, qui avait 10 ans et qui se devait avant tout à son école. Quant à venir en Algérie, personne n'y avait jamais songé. C'était pourtant notre berceau, nous y étions tous nés. Mes frères et mes sœurs avaient quitté le pays comme tant d'autres l'ont fait avant eux et après eux, et massivement durant la guerre civile, dans l'effroi, le grouillement de la misère. Y revenir était encore inconcevable dans leur esprit. Et nous-mêmes ne le demandions pas, surtout pas. Nous avions peur de ce face-à-face dans notre pauvre décor, qu'ils ne nous reconnaissent pas, qu'ils aient honte de nous et souffrent de nous voir ainsi, surannés, incultes, désespérant d'impuissance et de fatalisme. Où donc ai-je lu cela? La pauvreté imprime sa marque à quiconque habite le ghetto des pauvres. Nous ne voulions pas nous voir tels que nous étions dans leur regard perturbé et fuyant. Et depuis, Paris a été regardé par chacun comme le point de ralliement naturel de la famille. À bientôt, à Paris peut-être, nous disions-nous dans nos emails. C'était une formule. Elle venait naturellement sous la main, comme l'année prochaine à Jérusalem vient naturellement avec le geste de salut chez les Juifs, où qu'ils soient dans le monde. Hosanna, mes frères, Hosanna. Tant qu'il reste un endroit dans le monde où on peut espérer se rassembler, la vie est belle et l'espoir une tentation permise. Ce que la vie n'a pas réussi, nous réunir, la mort l'a fait d'un coup. Dans mon email, je leur disais, maman est en train de mourir, venez vite. Nous nous sommes retrouvés à Paris, étrangers les uns aux autres, autour d'un cercueil et une mémoire en morceaux. La fin de la fidélité serait-elle venue? Mon Dieu, mon Dieu. Quelque chose s'était brisé, qui avait disparu depuis longtemps en vérité. J'avais seulement tardé à le voir et à le reconnaître. Avec maman s'éteignait ce sentiment très fort chez moi qui m'a toujours fait dire ces mots avec émotion et même de la transcendance. Mes frères, mes sœurs, ma famille. J'étais l'aîné
Je me sentais investi. Parfois, ce sentiment me pesait et je me disais que moi aussi j'avais une vie, ma vie, et que je pouvais m'y consacrer entièrement, égoïstement, sans en mourir de honte. Nous étions dispersés dans le monde depuis longtemps, nos liens avaient eu le temps de se distendre, de se rompre, et je ne le voyais pas. Je vivais sur une illusion, une autre histoire, et peut-être ne faisais-je que me conformer à la loi de l'espèce. Je crois bien en définitive que j'ai seulement aidé maman à porter l'immense amour qu'elle vouait à ses enfants. J'ai dû sentir à un moment ou à un autre que ce poids était en train de l'écraser. Alors, j'ai aimé mes frères et mes sœurs d'un amour de forçat, si fort que j'en ai oublié de vivre. Si l'amour protège comme maman le croyait naturellement, alors nous avons dressé autour d'eux un formidable et invincible rempart. Et peut-être accidentellement, les avons-nous enfermés de l'autre côté? Je me posais la question. L'amour à distance existe-t-il? Cela a-t-il du sens d'aimer par-delà les frontières, par-delà les océans, les reflets, les mirages, les rêves, les mensonges, les mondes engloutis, oubliés? Qui peut répondre? Je me disais aussi que c'était le signe que la solitude me pesait. Aucun autre appel s'était déclenché dans ma tête. Un rendez-vous fixé de très longue date. Parce qu'elle ne voulait pas les inquiéter, nous avons fait silence sur sa maladie. Je leur disais qu'elle était fatiguée, qu'elle se languissait, qu'elle attendait de leurs nouvelles et qu'elle espérait les voir très vite. La formule avait quelque chose de subliminal. Je me le reprochais du bout des lèvres. Je la voulais ainsi, imperturbable et rassurante, et bien insinuante, et même pressante, pour leur faire dresser l'oreille, les émouvoir, éveiller en eux le désir de venir vérifier par eux-mêmes. Parfois, j'étais payé de mes ruses. Ils écrivaient plus souvent, ils étaient chaleureux et tendres, ils promettaient de venir. Aussitôt, maman se portait mieux. Et moi, je pouvais reprendre un peu de force. De retour à Alger, très vite, trop vite, me suis-je avisé avec amertume. La vie a repris son cours, et ce cours-là, brutal et incompréhensible, tuerait tout un monde, ou l'abîmerait irrémédiablement sans même le voir. Le pays est ainsi, je l'ai dit, il ne laisse de répit ni à la vie ni à la mort. Les premiers temps, j'ai eu du mal à remplir mes journées à moi seul. M'occuper de maman avait fini par être ma seule activité. Je commençais tôt le matin, avant d'aller au bureau. J'y pensais toute la journée, téléphonant de ci, alertant de là, visitant mes pièges, relançant mes obligations, rendant service à mon tour à d'autres, selon la règle d'or du système D socialiste. Et je reprenais le soir jusque tard dans la nuit. J'étais constamment dans l'urgence et l'inquiétude, en manque cruel de solutions et d'argent. Trouver les médicaments durant la saison des pénuries était le plus terrible. J'angoissais à mort et je devenais méchant et fébrile comme une bête en proie à la faim et à la peur. Je m'en sauvageais par nécessité, je me battais bec et ongles, revenant inlassablement à la charge pour tenir le coup, pour vivre. C'est un monde bien cruel que celui des apothicaires. Ils ont une façon de soigner les pauvres gens qui revient à leur ôter la vie. Je me suis trouvé embarrassé avec tout ce temps pour moi, ces journées, ces semaines, ces heures qui ne finissaient pas, ce vide
qui grossissait à vue d'œil et qui le soir venu me briser. Mais peu à peu, sans m'en rendre compte, je les ai remplis de nouvelles habitudes. Je m'installais dans le train-train du vieux célibataire aboulique et macrobien, et déjà je me sentais froid, lointain et indifférent comme un mort. Un matin, alors que je me rasais comme un automate, les yeux mi-clos, je me suis subitement entendu me dire à travers le miroir embué, « Eh bien, va, retourne à la rue Darwin, c'est à 2 pas. » Je le crois, clairement. Je n'attendais que cela depuis mon retour de Paris. Un déclic. Le sens de ce message n'avait cessé de me turlupiner. C'était un acouphène. L'effet du stress, me disais-je. Mais peut-être était-ce un message de maman, ou je ne sais qui, ou je ne sais quoi. J'étais ému. J'en ai eu la chair de poule. En buvant mon café m'est venue l'intuition que les conséquences de ce pèlerinage seraient immenses, que ma vie serait transformée. J'ai ri de mon optimisme à mon âge et dans ma situation. Le sillon est tracé. Je me voyais mal mourir avec d'autres idées que celles qui m'avaient accompagné jusque-là. En restant au pays, quand tous le fuyaient dans l'effroi et le grouillement de la misère, j'avais fermé le champ de la nouveauté et à d'autres accomplissements. Il n'était plus temps d'y revenir. Et puis quoi? Ce que je voulais taire et que j'ai réussi à effacer de ma mémoire, je le savais, je l'ai toujours su au détail près, et c'est parce que je le savais que j'ai réussi à ne jamais y penser. Il n'y a pas d'oubli sans une vraie mémoire des choses. On s'organise, on s'arrange, on enfouit, c'est tout. Le temps de déterrer les morts et de les regarder en face était bien arrivé. J'ai enfilé de vieux habits et j'ai pris la direction de Bellecour. À Rome, fais comme les Romains est une recommandation pertinente et en l'occurrence vitale. Comme tous les quartiers populaires du monde, Bellecour était l'otage des siens. Ou l'inverse. On ne sait. À ce degré d'intimité, les frontières sont abolies. L'identité de l'un apparaît sur le visage de l'autre et vice-versa. Il y aurait du syndrome de Stockholm dans la sourde et trouble révérence qui les lie, refuse l'immixtion de tiers et toute résolution. Où donc ai-je lu « La pauvreté imprime sa marque à quiconque habite le ghetto des pauvres ». Tous pareils, ces pauvres, timides, veulent, et taiseux comme des pierres avec ça. Routiniers à tout crin, plus méfiants que milliardaires en leur forteresse. Ils n'aiment pas qu'on vienne rôder chez eux et les surprendre dans leur dénuement. L'étranger n'est pas le bienvenu. De mon temps, on le serrait aux épaules, sitôt repéré dans le secteur, et l'air de rien, à coups de bourrade amicale et de bons renseignements, on le reconduisait à la frontière. Le bonjour chez toi, l'ami, et Dieu te garde à tes enfants. Et avec ça, condescendant et fiéreux, on trouvait normal et gratifiant d'être charitable avec les imbéciles. Et dans la conversation entre hommes du quartier, dans la tiédeur vespérale, on se flattait d'avoir évité à ces spécimens ambulants, de pauvres égarés, bien des surprises dans notre coupe-gorge. En vérité, nos vauriens avaient leurs 10 commandements. Ils s'en gargarisaient avec bruit et compension devant les ouailles énamourés. Dans le quartier, tu ne tueras ni ne voleras point. On était le premier.
On le savait, et on approuvait avec bonheur et orgueil. C'était la vieille et inlassable histoire des bonnes âmes qui s'élèvent sur la religion de leurs vauriens. La morale trouée de l'un et le dithyrambe galvaudé de l'autre font l'hypocrisie générale. La société tient avec ça. Les fusils n'y ajoutent que peu. Du feu. Avec les dragueurs du dimanche qui s'aventuraient sous nos balcons, on était moins tendres. L'honneur de nos femmes était le trésor commun, le joyau des joyaux, sacré et tout. L'offense qui lui était faite se lavait dans le sang sur le champ. Et c'était à nous, les enfants du quartier, comme on disait avec amour, panache et une certaine crainte, qu'il revenait de mener la charge. À la garde! À mort, le fils de pute! Braillaient les vieux eunuques qui s'imaginaient encore rois en leur harem. J'ai ce souvenir de poisseux et urticant, toujours à surveiller les parages, à quereller le badaud, à mouliner du bâton, comme des bergers jaloux de leur biquette. Ils devenaient fous et lamentables quand arrivaient les beaux jours et que l'air embaumait les senteurs du large. C'étaient des diables, impérieux et obstinés, ces Mahométans-là, et vicieux comme un tréponème de printemps. Ils ont gâché tant de belles promesses, éphémères en soi, dégénératives par nature. La pauvreté était un paradis pour nous, les enfants. Pas d'entrave, pas de barricade, ni de faux semblants, ni de vaines précautions, mais une vraie liberté de chaque instant. Bellecour était notre royaume. Nous le connaissions dans ses recoins intimes et jamais nous ne lassions d'y revenir. Toujours dans la joie et l'excitation, sans les enfants, la pauvreté n'est que misère. Une effroyable douleur à vivre dans le silence et le remords. Plus que de pain, les pauvres ont besoin d'enfants. Nous le savions, et nous étions fiers de nos vieux parents qui nous avaient fait si nombreux et mettaient notre bonheur de chaque jour au-dessus de tout. La terre a bien tourné depuis. Bellecour est aujourd'hui un autre monde. Aucun de ces vieux enfants ne le reconnaîtrait. La liberté, si chère au peuple d'antan, y est un péché impardonnable. L'islam, qui règne en maître jaloux et vindicatif, le veut ainsi. Il n'y a d'homme libre que soumis à Allah, clame-t-on, du matin au soir et du soir au matin. Le bonheur est dans le martyre, répond-on, en écho à la même infernale cadence. Seigneur de miséricorde, pourquoi cela? Sans hommes libres pour les aimer? Les enfants ne sont pas des enfants, mais des clones de monstres apeurés et irresponsables. De ton islam tout blanc, très vénérable et festif, ils ont tiré un breuvage de sang et d'amertume, et s'en saoulent comme jamais mécréant ne l'a fait avec son impiété. Mais bon, ce monde est le tien, tu l'as créé, et certainement tu sais pourquoi. Si ma mémoire est bonne et si par un étonnant miracle, la rue Darwin existe encore, elle se trouve au bout de la rue Adolphe Lasselle. Ça grimpait dur sur les 100 derniers mètres. Je me souviens que les très vieux y passaient beaucoup de temps, à la montée comme à la descente, ânant à fendre cœur ou freinant des cas de fer. Et parfois ils n'en sortaient pas. Quelque chose cassé, un engrenage, une courroie. Les bagnoles se tenaient loin, la plupart n'avaient pas assez de cran pour s'y essayer. L'endroit avait sa réputation. Il se disait des choses comme ça, mais la liste est longue. Les vieux sont moqueurs et cruels et très inventifs. Voir Adolphe et mourir,
gravir le Golgotha, monter au ciel, faire le mur, dévaler la rampe, descendre en vrille, tomber plus bas que ses pieds. Charlie ne répond plus. Le cher vieux Marcel, il lui a subitement poussé des ailes. Ça y est, Jeannot a fait son trou. Mohamed est retourné à sa montagne. 22, Taïeb fait le mort. Pourtant, ces vieux savaient que la roue tourne et que le pire est devant. Pas de souci pour nous, les enfants. Nous le survolions 100 fois par jour, ce mur de la mort, à grands cris, et même la nuit, puisque nous y voyions comme en plein jour. Il n'y a pas d'obstacle à cet âge. Nous ne comprenions pas même de quoi se plaignaient nos malheureux parents. On s'étonnait de les voir parfois mourir pour rien. La rue Blassel prenait perpendiculairement sur la rue de Lyon, l'épine dorsale de Bellecour, et montait en pente douce, puis vertigineusement, pour aller s'accrocher tout là-haut à la rue Darwin, en son point médian. Darwin était de ces rares rues de Bellecour qui serpentaient à l'horizontale. Les autres, rues, ruelles et impasses, avaient composé comme elles avaient pu avec le piton d'Alger, autrefois imprenable nid d'aigle et de pirates, côté rebutant et dédaléen du quartier. Darwin formait corniche, surplombant la terre et la mer, ce qui lui a donné ce petit air hautain. À gauche, elle s'étirait en se resserrant jusqu'à être un maigre filet qui se perdait dans la Kiba en contrebas, une antique et lilliputienne médina, très courue pour son pittoresque marché aux légumes, et à main droite elle avançait en s'élargissant dans la lumière, tant et si bien qu'à la fin elle rejoignait Fontainebleau, et par ce biais s'articulait en contrebas au signalé groupe laïque, un complexe moderne, aéré et verdoyant, dédié au sport collectif et aux grands-messes patriotardes et iréniques. Le dimanche, nous y courions, admirer les athlètes et les filles en cuissettes. Un esprit sain dans un corps sain, en était le slogan, ciselé au fronton du complexe sportif, coiffé de la devise nationale « Liberté, égalité, fraternité ». Cela nous convenait. À l'entrée, en saguérite, l'abominable homme des billets ne dormait jamais que d'un œil sur sa chaise, mais ça nous indifférait. Nous arrivions par la montagne, à travers bois et fourrés, en file indienne, comme des sioux sur le sentier de la guerre, et pénétrions par une ouverture secrète que nous avions pratiquée dans le grillage au-dessus du vestiaire des filles. Vue plongeante par les vasistas des douches. Une vraie boucherie, de la viande dépiautée sur pied, de la rose, de la rousse, de la blanche, qui crie, hurle, pleurniche, fait des simagrées. En vrai, le vieux poilu était un brave homme, un ressortissant de la rue Marais, un voisin donc. Fernand, dit Clopin, nous l'aimions bien. Il avait fait la 14-18 et n'en était pas encore guéri. Il en parlait toute la sainte journée, le pauvre vieux Yeti y avait perdu ses guiboles ainsi que d'autres accessoires indispensables, et on l'avait rafistolé à la diable sous les bombardements. Les groupes laïques, c'était son gagne-pain. J'étais étonné que ces images, ces noms, ces coutumes fussent ressortis de ma mémoire aussi facilement. Je croyais la barrière mentale mieux assurée. Le fait à retenir est que tout cela a changé de nom et de manière. Bellecour marche à la fatwa et les fouettards d'Allah sont légion dans l'enceinte. Les vasistas ont été obturés et les filles en cuissettes ont disparu de la surface de la terre. Il faudra m'en souvenir à chaque pas pour ne pas dire des bêtises de toutes sortes. La finalité de mon pèlerinage était quand même de revenir vivant, en entier, et si possible, avec un peu plus de vérité et d'humanité. C'est triste à dire,
C'est en émigré clandestin, misérablement chafouin à force de naturel emprunté que je suis retourné chez moi, dans mon vieux Bellecour, et c'est haletant, comme un pauvre diable déchu que j'ai gravi la rue Adolphe Blassel, convertie ci-devant en rue Mebarek Faisal. La Darwin était encore là, pas changée d'un poil ni d'une écaille, mais si viscéralement différente que je ne l'ai pas reconnue. Elle avait changé de nom aussi. Darwin avait vécu. C'est une conception du monde qui s'en est étalée par la volonté d'une délibération municipale. Le nouveau dédicataire, un certain Benzinet Mohamed, ne me disait rien. Un martyr de la Révolution ou un imam. Je me renseignerai aussitôt que possible. Peut-être était-il un homme du cru, un ressortissant de Darwin. J'aurais pu le connaître. Ici, les rues prennent toutes le nom d'un des leurs, pourvu qu'il soit mort en digne martyr, ou ait été un imam valeureux. Quand j'ai posé pied sur la Darwin, il y eut comme un éclair. Ma tête a fait un tour, vertigineux. Et lorsque j'ai rouvert les yeux, nous étions, oui, dans un autre film, en ce temps de mon enfance, en l'an 1957, au cœur de l'été, sous le feu ravageur du soleil d'août, à son zénith en juger par les stridences qui saturaient l'air et l'état de tension d'une vie profuse et ardente brutalement encalminée. Simplement dit, il était l'heure de la sieste. Darwin était en apesanteur absolue et cela paraissait intensément dramatique. On devinait derrière les apparences avachies et moites des convulsions violentes et des méditations rien de moins que douloureuses. En ces rives méditerranéennes et méridionales, nimbées de lumière et de sonorités capiteuses, la sieste est une aventure biblique. On vit, on meurt, on ressuscite lavé de ses péchés et de ses fatigues. Le monde était ainsi, pris dans la poésie et les excès de toute nature, en éveil comme dans le sommeil, et cela rendait la pauvreté somme toute agréable à vivre. Et la familiarité qu'ailleurs on craignait comme une peine de prison était ici une liberté qui se consommait à pleine brassée. D'un regard, j'ai reconnu en pensée plusieurs figures très prométhéennes du quartier. Hassan, le laitier, dit tête de turc, Mourad, le vitrier, dit l'artiste, couturé de partout, le Mouchou, épicier mozabite et banquier des pauvres, le rabbin, Rabbi Simon, toujours tellement pénétré de ses pensées qu'il en était impénétrable, Paula, la guicheuse, l'ouvreuse vedette du Roxy et la fille la plus facile du monde, Dalila, la petite Kabyle paraplégique vissée 24 heures sur 24 à sa chaise derrière sa fenêtre, Momo, le loueur de vélo, un vrai braque, lecteur assidu des pieds nickelés, Grimaud, le mangeur de figues fraîches, si fier de ses exploits sexuels, malicieux et fervent comme un larron des mille et nuits, les sœurs Février, Daniel et Geneviève, pauvres oiselles livides et grêles, encagées sur leur balcon toute la sainte journée. 10 ans l'une, 7 l'autre, et déjà recluse. Le papa, militaire de métier et brave capitaine, et veuf frais et moulu, les enfermait à double tour pendant qu'il courait le fellaga en ville et torturait de pauvres gens qui ne lui avaient rien demandé. Il vivait, l'esprit léger et serein, jusqu'au jour où il découvrit incidemment que nous savions entrer dans sa cage sans l'ouvrir. C'était un Français de là-bas. Il comprenait que dalle à nos mœurs cannibalesques et ne voyait pas que ses filles chéries les avaient pleinement épousées.
J'ai bondi, et en 3 sauts j'ai franchi les 20 pas me séparant de cette ouverture étroite, révélant un escalier enserré entre 2 hauts murs qui s'enfonçaient en zigzag dans la montagne, à l'intérieur d'une favela en activité tellurique permanente. Tout là-haut, entre un immeuble métastasé, une maisonnette dévorée par un sauvage bric-à-brac et une autre arc-boutée sur ses pilotis au-dessus d'une ravine qui lui servait de fosse d'aisance, se trouvait notre logis, une chambre dans une pension de famille, dont le sous-sol hébergeait la synagogue de notre mystérieux Rabbi Simon. Il faudrait plusieurs schémas en 3D pour clarifier la topographie aberrante des lieux, d'un éclectisme débridé et d'une confrontation séculaire. C'était un autre monde, voilà tout. Insoupçonné de la rue Darwin. On ne connaît pas ces endroits si on ne sait pas qu'ils existent, et ne le savent que ceux qui y vivent. C'était le lieu de mon enfance et de mon adolescence. Voilà pourquoi je l'ai retrouvé sans faute. Et je l'aurais pareillement fait, les yeux bandés. C'était bien en cette année 1957, en ce mois d'août caniculaire, au début de l'après-midi, que j'ai débarqué à Alger, à la rue Darwin, pour commencer une nouvelle vie. J'avais 8 ans, je venais du bled de Bordstadkir, un village inconnu ici. Les gens n'en avaient jamais entendu parler alors qu'il n'était qu'à 300 bornes d'Alger, au sud-ouest, au cœur de Loire-Sénice. Et c'était tant mieux au fond. Mon intention était de gommer mon passé, m'en inventer un autre, compatible avec ma nouvelle situation. Pour l'heure, j'avais à faire la connaissance de ma mère, de son nouveau mari et d'une demi-sœur puis née. J'ignorais tous deux, leur existence, leur nom, leur prénom, leur âge, et de quoi était faite leur vie. C'était un moment bizarre. Je me sentais absent et indifférent, impatient et ému. Je ne savais pas sur quel pied danser, je m'étais préparé à cette rencontre, mais la réalité était tout autre. Rien ne cadrait avec les images que je m'étais faites au village. Je ne peux le jurer aujourd'hui, mais je crois qu'à cet instant, je sentais bien que les choses ne seraient jamais faciles pour moi et qu'il me faudrait un jour entreprendre de découvrir pourquoi j'avais été séparé de ma mère, pourquoi celle-ci avait quitté le village et notre maison. Toutes ces années, on avait fait silence autour de moi. Et pourquoi moi-même je m'étais tant accroché au silence. Ce que je savais, c'est que le monde d'où je venais n'était pas comme les autres. Je dis ces choses un peu comme ça, car comment savoir, à 45 années de distance, ce qu'a pu penser le petit garçon que j'étais. L'homme qui m'avait convoyé était du genre mutique et vulgaire. Je le voyais ainsi, maquignon le jour, bandit de grand chemin la nuit. Sa vareuse poussiéreuse disait la tromperie commerciale et l'aventure crapuleuse. Au village, il m'avait dit sur un ton sec « Monte !» et j'étais monté dans la camionnette. À Alger, quand nous fûmes rendus à la rue Darwin, il m'a dit d'un ton éreinté « Descends !» Et je suis descendu, heureux de retrouver mes jambes. Devant l'escalier, une femme attendait, les bras serrés contre la poitrine. Elle pleurait et riait nerveusement. L'homme m'a dit « Voici ta mère Karima ». Et la femme a dit « Voici ton fils Yazid ». Et il a ajouté « Dieu vous garde ». Elle s'est jetée sur moi. Elle lui a remis un paquet en répétant merci une dizaine de fois. Il l'a glissé dans sa poche et il est parti sans rien dire. Ainsi commença ma nouvelle vie. Sur le coup,
Ma mère m'a paru semblable à toutes les mères du monde, son mari à tous les maris de la planète et leur fille à toutes les filles de la création. Swad était son prénom, et elle paraissait avoir moins d'une année. Elle ne pouvait m'être d'aucune utilité. Elle s'est faite maussade et électrique comme un ciel d'orage et ne m'a plus lâché du regard. Après 2 jours à se tordre le cou pour me tenir dans son champ de vision, elle a soudainement explosé. Une crise d'épilepsie qui m'a pétrifié. Je lui avais seulement dit « Psst » en agitant gentiment le doigt. Les années suivantes verront arriver dans l'ordre 2 autres frères, Nazim et Karim, puis une sœur, Mounia, et enfin le dernier de la bande, Eddy. Pour tous, j'étais Yas, le grand frère venu d'ailleurs. Les pauvres n'ont jamais su comment se comporter avec ce frère qui l'était à moitié seulement et déjà si vieux d'âge. Ils ne comprenaient pas. Un frère peut être plus âgé, moins âgé, jamais vieux. Moi, ces petits m'ont toujours beaucoup ennuyé. Je supportais mal de les avoir constamment entre les jambes. Dans une piaule de 20 mètres carrés, c'est mortel. Raison pour laquelle je vivais dehors, au grand air. Mon chez-moi, c'était Bellecour, du champ de manœuvre au ramas, de la moutonnière au clos salambrier, tout un monde foisonnant, hétéroclite, comme il le fut tous ces derniers millénaires, amusant et combien rassurant. Je dois dire que je ne manquais de rien. Ces années-là, j'ai toujours vu ma mère enceinte, allaitant des bébés et hurlant auprès de petits enragés. 6 mois ont passé depuis le décès de maman. C'est le temps qu'il m'a fallu pour mettre de l'ordre dans mes idées. Mon pèlerinage à Bellecour a réveillé tant de choses, soulevé tant de questions. Au bout du compte, c'est toute une vie qui s'est repensée dans ma tête. Des pans sont tombés au premier ébranlement, d'autres ont ouvert sur des zones d'ombre d'où peu à peu ont émergé des histoires dont je ne soupçonnais pas l'existence, ou que j'avais occultées, ou qui s'étaient embrouillées par la force des choses et des interférences, et des vérités qui m'avaient vaillamment porté toutes ces années, balayées comme fétu de paille. Qui se connaît, mon Dieu? Quelle étrange sensation que de se voir par petites touches aléatoires et par certains côtés, et de sa propre main reconfigurée de fond en comble. C'est terrifiant. On se demande ce qu'il en sortira et comment on fera avec. Je n'ai pas eu à trancher. Un matin, je me suis réveillé avec la pleine conscience d'être un autre homme. Un autre matin, je me suis réveillé avec l'idée de lever l'ancre et de quitter le pays. Et un jour, j'ai ramassé mes affaires. Une nouvelle vie, c'est forcément ailleurs, m'étais-je dit. Mais avant de prendre la route, j'ai consigné par écrit ce que fut pour moi cette semaine bouleversante qui m'a vu un matin débarquer à la rue Darwin, sur un jonction d'une voie de l'au-delà, comme j'aimais à le dire, et hanter les lieux 7 jours d'affilée, tel un improbable fantôme. Cette semaine fantastique, je l'ai appelée ma semaine sainte. Dans une vie normale, parmi les hommes, les jours se comptent l'un après l'autre, en commençant par le premier. Mais dans une vie de paria, la mesure du temps est la métamorphose et la douleur qui va avec. Ici, tout commence par la faim, dans l'effroi et le crouillement de la misère. Vivre n'est que porter le deuil de soi. Vivre, c'est ne pas se résigner,
avait dit cet autre enfant de Bellecour, un certain Camus, Albert, un ressortissant de la rue de Lyon, le fils de la vieille Catherine, la voisine du quartier. Lui aussi était venu d'un pays lointain, un lieu sans passé ni avenir, Mondovi sur la carte, le bout du monde. Et de même, un jour, il est parti vers un autre, nous laissant la terrible nouvelle d'un monde radicalement absurde. Je dirais que c'est du pareil au même. Se résigner, ne pas se résigner, ne change rien à l'affaire. Chez les pauvres, la vie se passe de leur avis. Et pauvres, nous l'étions plus que d'autres. Alors, comment raconter ça? Dire ce qui n'est pas, ce qui n'est plus, ce qui ne fut que sensations fugitives sur lesquelles on a mis des mots provisoires, peur, joie, honte, que sais-je, seulement pour les répertorier, pour ne pas oublier. Le répéter ainsi avec des mots qu'on trouvait, ça ne dirait fichtre rien à personne. Il me faut dire pourtant, avec mes mots et mes croyances, quand on part, lorsqu'on quitte un lieu et toute une vie, on laisse un mot derrière soi, forcément, ne serait-ce que pour dire « nous étions là ». Nous avons aussi à mettre de l'ordre dans nos affaires et laisser tout propre derrière nous. Et une intrigue éclatée en confettis d'ombre et de lumière. Partir est un acte grave. Il se fait dans le respect de ceux que l'on quitte et de ceux qui nous accueilleront. Ils ne sont pour rien dans notre drame. On ne vient pas les encombrer avec nos soucis et nos questions. Et puis voilà, il est plus sain de vivre avec ceux qui ne vous connaissent pas qu'avec ceux qui ne vous reconnaissent plus. Qui le lira voudra me pardonner. Je ne pouvais pas faire autrement. L'essentiel me manquait. Je n'avais sous la main que des bouts de souvenirs accrochés à rien, des murs délabrés, des visages incertains, et mon seul pauvre témoignage pour assurer mes dires. Ce mot, je l'ai écrit comme un impressionniste construit son œuvre, une bribe par-ci, une bribe par-là, et une intrigue éclatée en confettis d'ombre et de lumière. Mais je ne suis pas un impressionniste, et sans doute le résultat sera-t-il pour lui un pénible barbouillis. Il y a aussi que ces tableaux se regardent d'une certaine manière, sous un certain angle qu'il faut trouver, et peut-être est-ce d'abord vers soi qu'il faut porter le regard. Le seul véritable inconnu, c'est soi-même. À suivre.